Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, là, ça allait un peu trop loin, il faut que je ralentisse la cadence, ou alors que je m'octroie plus de pauses. Mais ça, c'est la dérive d'être tout le temps hyper connecté, en tout cas pour ma part. Maintenant, je sais que ce qui a été très difficile pour moi d'entendre, c'est que des personnes me disaient qu'il n'y avait pas assez de travail en télétravail, alors que moi, je trouve que j'ai trop de travail. Et donc, des fois, je me dis, tiens, comment on peut répartir différemment les tâches quand on est à la maison? Parce que, comme disait Gilles, le temps de télétravail est compté à la tâche effectuée. Mais Mhm. quand on n'a pas, enfin voilà, est-ce qu'on doit compter à la tâche? Est-ce qu'on a le temps de pouvoir faire les tâches quand même à son aise ou pas? Et voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair sur le contenu. Par exemple, nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'en fin de journée, on doit citer tout ce qu'on a fait. On les liste et on les envoie à notre N+1. Alors moi, des fois, quand je vois ma liste, j'ai l'impression qu'il y a énormément de trucs que j'ai fait. Et du coup, je ne sais jamais si c'est assez ou pas. Du coup, je le jauge moi-même. Je me dis, tant que j'ai pas de retour, c'est Mhm. bon. Mais maintenant, je me dis, est-ce que je fais peut-être pas trop? Parce que des fois, quand je vois vraiment, je me dis, ouais, là, j'aurais pu faire moins. Alors que je sais qu'au bureau, j'aurais fait moins. Le télétravail est plus intrusif dans la vie privée. Ça, c'est clair. Il est beaucoup plus intrusif parce qu'on est chez soi. On se dit, bah, on peut peut-être achever une tâche, achever un travail. On est chez soi, on n'a pas de transport en commun ni rien. Et donc, finalement, il y a pas mal de petits débordements. Pour celui qui n'arrive pas, en tout cas, à gérer son temps de travail et avoir une bonne gestion, il peut vite se laisser déborder par des heures supplémentaires et par du travail excédentaire aussi. Bien Les heures entendu. supplémentaires sont comptabilisées de la même manière en télétravail qu'en travail au bureau? Non, pas du tout. Non, non, en tout cas pas chez nous. S'il y a une demande spécifique d'un manager en disant, voilà, on a un surcroît de travail et je demande à mon équipe de travailler 1 heure en plus par jour pour rattraper un nombre de dossiers, par exemple, là, il y a une demande, je veux dire, plus spécifique, une demande où là, il faut l'autorisation des organisations syndicales. Et là, oui, ça va rentrer dans une phase où il y a des récupérations. Mais sinon, toutes les petites heures, les minutes comme ça, à gauche, à droite, non, ne sont pas comptabilisées nulle part. Et ça, c'est travail gratuit. Si moi, je devais peut-être être dans les rouages, ou si dans l'avenir, je vois que le télétravail s'intensifie ou s'uniformise de manière vraiment reconnue et ponctuelle, je pense qu'il faudrait une uniformité, une clarification en termes des attentes et des besoins et en termes aussi d'accompagnement du travailleur, comme les responsables N+1, N+2, N+5 sont théoriquement en charge de pouvoir le faire auprès de leurs travailleurs, et donc du coup d'avoir ce même rapport d'esprit à comment est-ce qu'avant je leadais mon équipe en présentiel, et comment est-ce que je vais leader mon équipe en non présentiel, histoire d'avoir du coup la différence entre un leader qui va du coup montrer l'exemple et mettre en place une stratégie pour pouvoir accompagner et faire travailler toute son équipe, ou un chef qui va contrôler toute son équipe. Le comportement sera le même qu'il soit en présentiel ou non, quoi. Donc je crois faut juste des fois choper les moteurs qui étaient déjà là avant, se servir de ce qui était là et voir comment, avec peut-être cette réalité de terrain non présentielle, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? Est-ce que du coup, il faut mettre voilà, une stratégie avec des règles communes à tout un chacun? Parce que ici, on se rend bien compte que d'un responsable à l'autre, ça oscille de petits avantages, favoritisme, de laxisme, qui va créer du coup des tensions, des petites guerres d'ego, mais qu'il y a aussi en présentiel. C'est juste la même chose qui est rapportée d'une autre manière avec cette fracture un peu numérique, quoi. Mais ce qu'on a retenu, c'est que la plupart des managers qui sont en fonction ne sont pas des managers. Ils ne sortent pas d'une école de management. Hein, ce sont des gens, peut-être comme moi, ingénieurs, qui sont montés, de par leur expertise, qui sont montés dans l'entreprise et qui ont géré des équipes, qui sont devenus des managers sur base de leur expertise
de l'activité de travail, scientifique, de leurs connaissances, de leur métier par rapport à ça. Et donc, ils n'ont pas eu de cours de management. Et ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, quand on était dans les écoles de management, interroger les formateurs dans l'école de management de l'université, on s'est rendu compte qu'ils forment surtout sur l'activité de travail et surtout sur la productivité, sur le contrôle et très peu sur le côté humain. Par exemple, il y a des managers qui sortent d'école, ils ne savent pas qu'il y a une loi du bien au travail qui va réguler finalement ces relations de travail et ces conditions de travail entre l'employeur et le travailleur. Et donc, quand il y a des recyclages, les managers sont en forte demande dans des recyclages, des formations de management de recyclage, des formations plus humaines. Leur apprendre qu'il y a une loi sur les risques psychosociaux, par exemple. Leur apprendre des outils de prévention. Comment gérer son équipe à distance. Et donc, ils sont en demande par rapport à ça. En fait, c'était un gros travail sur moi que j'ai dû faire, clairement une question de confiance. Donc l'impression en tant que directeur, quand j'étais présent avec les autres employés autour de moi, cette impression de contrôle, cette impression de maîtrise que je pouvais avoir et qui comblait sans doute une peur, un manque de confiance que moi j'avais vis-à-vis de mes employés. Pour moi, la question de la confiance a été vraiment le point de bascule, quoi. De me demander personnellement, effectivement, comment maintenir le lien de confiance avec les employés, comment être sûr, alors qu'évidemment, moi, en tant que directeur, j'ai la responsabilité sur les épaules de ce que les employés font. Et donc, de comment pouvoir laisser une liberté, parce que c'est ça que ça offre de manière encore plus grande. Comment laisser une liberté, qu'elle puisse être prise par les employés, qu'elle puisse être constructive et qu'elle puisse garder le sens. Mais qu'est-ce qui a fait, quel est l'élément qui a fait la bascule ? Je me suis formé à ça. Dans les choses concrètes, je suis allé voir des psys aussi pour me demander, tiens, mon rapport à la confiance, mon rapport au pouvoir, comment le questionner. J'ai pas mal lu. Et une chose qui m'a pas mal marqué dans ma lecture aussi, c'est un livre d'un chef d'entreprise qui s'appelle Alexandre Gérard et qui a créé ce qu'on appelle une entreprise libérée. Alors le jargon, voilà, c'est un jargon d'entreprise. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il s'était rendu compte, en tout cas à l'interne de son entreprise, c'est une entreprise de plus ou moins 300 personnes, qu'il avait ce qu'il appelle la règle des 97%, la règle des 3%, suivant comment on le prend, mais qui est de se dire qu'en fait, il faisait des règles, des procédures et des outils en interne pour les 3% de ses employés qui étaient vraiment hors cadre. Les 3% qui volaient, qui ne respectaient pas les heures, qui venaient avec des pieds de plomb, etc. Et en fait, il s'est rendu compte que les lois faites pour ces 3%, généralement ne marchent pas parce que ces gens-là ne tiennent pas compte de ces objectifs-là, ne tiennent pas compte de ces contraintes-là et jouent de ces contraintes-là, et qu'en fait, elles polluaient complètement le travail des 97 autres %. Et pour moi, ça a été vraiment un déclic quand même assez fort parce que je me suis rendu compte effectivement que j'avais moi-même personnellement la question de la confiance qui me venait, mais aussi de me dire, tiens, finalement, si je mets des règles, elles servent à quoi ? Elles servent à qui ? Parce que dans ce que je constate, j'ai la chance d'avoir des employés qui aiment leur travail, qui sont pertinents dans leur travail. Et à la limite, s'il y en a qui devaient être recadrés, en fait, est-ce que ce serait vraiment pertinent les outils que je mettrais en place pour les recadrer, type un contrôle des heures ou un coup de téléphone obligatoire à me passer le matin ou je sais pas moi, une réunion Zoom par jour. Est-ce qu'en fait je serais en train de créer un climat de travail intéressant ou est-ce que je serais juste en train d'opprimer tout le monde ? Et je pense que je serais en train d'opprimer les gens, ouais. mais donc voilà, ça a été une lecture importante pour moi. Il y a eu à certains moments des problèmes relationnels dans l'équipe. Enfin, dans l'équipe ou de manière plus large. Et cette difficulté-là, c'est très difficile comme responsable d'en avoir conscience, puisqu'on ne voit pas les gens. Puisqu'on ne lit pas les mails déjà, on n'est pas aux réunions déjà. Enfin, je veux dire, on n'est pas partout comme au bureau. Au bureau, on va un peu partout et on voit un peu tout le monde tout le temps. Et c'est tout qui disparaissent parce qu'on est là à ce moment-là avec telle personne pour tel sujet. Tout est très délimité et très, très cadré. Alors que dans la vie réelle, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Enfin, il y a tout le temps des imprévus. Et puis, on est là et on perçoit des choses qu'on ne perçoit pas quand on est chez soi, alors que l'autre est chez lui. Et on a eu l'expérience, effectivement, d'une difficulté relationnelle qui était compliquée à gérer parce qu'on a dû la gérer en télétravail. Donc, on a fait des réunions où chacun a pu s'expliquer. C'était extrêmement difficile. J'aurais préféré 1000 fois que ça puisse se passer en vrai. J'ai envie en tout cas de pouvoir réfléchir les questions qui me sont données par le management
au regard de qu'est-ce que ça veut dire vivre, qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie. Et pour prendre un exemple présent, j'ai une personne parmi mes employés qui a une personne très proche dont le père est décédé. Mais ça ne rentre pas dans un cadre légal strict, vu que les liens ne sont pas des liens officialisés administrativement. Et donc, voir avec cette personne-là comment effectivement pouvoir gérer ce moment de vie-là, comment voir avec elle les façons de pouvoir reporter des réunions, des choses très concrètes, de pouvoir s'arrêter en équipe pour expliquer la situation dans laquelle cette personne se trouve et de voir ensemble collectivement comment on peut facilement bouger un ou deux éléments de la semaine qui font que cette personne peut vivre ce moment douloureux de manière plus sereine et que finalement tout le monde se trouve renforcé de ça. Et ça, de nouveau, depuis le confinement, je trouve qu'en termes de solidarité aussi entre employés, il y a quelque chose de plus fort qui s'est créé. Être plus attentif à se dire, tiens, mon collègue vit telle difficulté et je pourrais aider, je peux prendre cette fois-ci cette tâche-là sur moi. On a eu malheureusement un burn-out pendant le confinement. Et de se dire, tiens, comment le travail de cette personne peut être récupéré de manière à ce qu'elle puisse revenir dans des bonnes conditions de travail. Voilà, laisser exister en fait des choses dont on sait qu'elles existent dans la vie et qui parfois peuvent disparaître de la conception qu'on a du travail et pourtant qui ne disparaissent pas du réel.